Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Dans ce journal focus sur la ville de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Quelle offre propose la ville afin que les jeunes grandissent et s'épanouissent autant au sein de l'école qu'en dehors? On en parlera avec Nathalie Lederman, adjointe au maire de la ville en charge de l'éducation. Améliorer son niveau de maths en terminale, c'est la mission que s'est donnée l'application GoMath TS. Son cofondateur sera avec nous en deuxième partie d'émission. Enfin, dans Quoi de neuf sur les réseaux, on ira sur TikTok avec Guillaume Ouattara. Ces jours-ci, les jeunes y partagent beaucoup de contenu en lien avec les épreuves de spécialité du bac de lundi prochain. Mais avant cela, on retrouve Guillaume pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence Guillaume avec les épreuves du bac qui arrivent à grands pas et l'inquiétude qui monte côté enseignant comme côté élève. Oui, les élèves ne sont pas prêts, on frise la catastrophe industrielle, je vais rendre copie blanche, voilà un peu les témoignages qu'on peut lire depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. En cause, ces épreuves de spécialité qui n'auront pas lieu au mois de mai comme les dernières années, mais qui auront lieu lundi, mardi et mercredi prochain en métropole. Les élèves ne se sentent pas prêts, les enseignants non plus. Il y a eu des grèves à répétition, le programme n'a pas été entièrement assimilé. Alors, plusieurs conséquences face à ce sentiment qui monte. Premier élément, Pape Ndiaye a annoncé la banalisation de la journée de demain, vendredi, pour permettre aux élèves de réviser. Dans un communiqué de presse, le ministre de l'Éducation nationale explique: par souci d'égalité entre les candidats, j'ai demandé à ce que dans tous les lycées, les journées du vendredi ou du samedi soient consacrées pour les élèves de terminale aux révisions des épreuves de spécialité, sous forme de séances de révision ou de temps libéré. Second point, c'est celui des grèves qui continuent et qui risquent peut-être d'impacter le fonctionnement des épreuves. Là aussi, le gouvernement fait preuve de largesse. Traditionnellement, les élèves peuvent arriver avec jusqu'à 1 heure de retard. Eh bien, ils pourront avoir cette heure de retard et elle sera compensée par la suite. Voilà les premières mesures qui sont annoncées. Et vous reviendrez justement sur les épreuves du bac dans votre chronique, Guillaume. On reste en France. La ville de Paris ne respecte pas un accord concernant les directeurs d'école et devrait plus de 36 millions d'euros à l'État. C'est une note extrêmement salée qui attend Anne Hidalgo et ses équipes. 36 millions d'euros de dette à l'État. C'est ce qu'attend la mairie de Paris en cause à un accord qui date de 1982. En clair, les directeurs d'école sont dispensés de leur fonction d'enseignants face à des classes, mais la contrepartie, c'est que c'est à la ville de Paris de prendre en charge le paiement de ces heures non assurées. Le but en 1982, alors que c'était une mandature de Jacques Chirac, c'était d'avoir des directeurs d'école qui soient 100% consacrés aux fonctions de direction et plus face aux élèves. Mais le problème, c'est que depuis 2019, la municipalité ne règle plus cette somme. Alors, du côté de la mairie, c'est pour l'instant silence radio, selon les premières enquêtes du Parisien. Mais la conséquence, c'est donc cette dette de plus de 36 millions d'euros qui a été accumulée. L'affaire, elle fait grand bruit, puisqu'au-delà de savoir si la mairie de Paris va devoir passer à la caisse, c'est surtout une complication majeure pour les directeurs d'école qui risquent de devoir reprendre des fonctions face aux élèves. Direction l'Argentine en Amérique du Sud, désormais, où face à une canicule sans précédent, les élèves de certaines écoles sont autorisés à venir en cours en maillot de bain. Oui, c'est original, ça peut faire sourire, mais dans le pays, ça fait plutôt grincer des dents. Depuis 2 semaines, l'Argentine connaît une canicule sans précédent avec des températures qui grimpent jusqu'à 40 degrés. C'est inhabituel pour le mois de mars dans le pays. La conséquence directe, c'est que les étudiants ont chaud, très chaud, et donc, dans un établissement scolaire, les élèves peuvent venir en cours en maillot de bain. Marianne Sanchez, la directrice de cette école, Francisco Gurruchaga, explique à nos confrères de BFM TV: on a envoyé un mot aux familles pour leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, l'uniforme ne sera plus obligatoire. À la place, on encourage les enfants à venir avec des vêtements confortables. Ils peuvent venir en maillot de bain. À savoir également que les élèves sortent très régulièrement dans la cour de récréation, non pas pour prendre le soleil, mais pour se faire arroser avec des tuyaux. On termine avec l'Amérique du Nord, cette fois-ci aux États-Unis, où la crise sanitaire a eu des conséquences négatives sur la scolarisation des élèves dans les écoles publiques. 1,2 million. Ce sont le nombre d'enfants qui ne sont plus scolarisés dans les écoles publiques américaines. C'est un chiffre qui fait grand bruit sur le territoire et qui a été dévoilé par l'Urban Institute. Depuis 2 ans, depuis la crise sanitaire, ces 1,2 million d'élèves sont partis du système public. La plupart, ils ont décidé de rejoindre, ou les parents en tout cas les ont inscrits dans l'enseignement privé, ça s'entend. D'autres ont fait les cours à la maison, ça s'entend aussi. Mais plus inquiétant, cette étude dévoile
dévoile que un tiers de ces élèves ne sont traçables ni dans le privé, ni à la maison, et que l'effet démographique ne peut pas expliquer ce tiers manquant. Alors c'est un vrai mystère pour l'instant aux États-Unis. Où sont passés ces élèves fantômes, entre guillemets, qui ont disparu depuis la crise sanitaire? L'Institut a déclaré qu'il allait poursuivre son enquête. Et vous aussi donc, vous donnerez les résultats de l'enquête très vite, j'espère, Guillaume. Dès qu'on les a. Merci à vous. Tout de suite, place à l'invité du jour. Nous recevons Nathalie Lederman, adjointe au maire de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. C'est tout de suite. Nathalie Lederman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes adjointe au maire de Courbevoie en charge de l'éducation, du périscolaire et de la jeunesse. Vous êtes également conseillère départementale des Hauts-de-Seine. Alors j'aimerais commencer, on a plein de sujets à évoquer ensemble et tant mieux. J'aimerais commencer par revenir sur l'engagement des jeunes. L'engagement, c'est un mot, un terme qu'on entend beaucoup en ce moment, notamment sur la réforme des retraites. Parmi eux, il y a beaucoup de lycéens qui n'ont pas encore 18 ans et qui sont engagés justement et qui manifestent et qui se sentent citoyens, qui ont envie d'investir aussi pour leur avenir et pour leur retraite, ce qui est un phénomène quand même assez nouveau, car je peux dire à mon époque, quand j'étais plus jeune, ou même ceux de mes parents, je ne sais pas si on pensait réellement à la retraite. Alors à Courbevoie, vous favorisez l'engagement justement des jeunes. Vous avez créé ce CMJ, le Conseil municipal des jeunes de 11 à 16 ans. Et vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors déjà, merci de m'accueillir. Le Conseil municipal des jeunes, ce n'est pas du tout un nouveau dispositif. Ça existe depuis une vingtaine d'années à peu près. Donc, on en est déjà à un certain nombre de mandats. Ce sont de jeunes collégiens qui ont donc entre 11 et 15 ans. Ils sont élus par leur père, donc ils sont élus dans leur collège PAIRS, par les collégiens. Ouais. Exactement. Ouais. Oui, PAIRS, oui. Ils sont élus par les collégiens, ils sont élus pour un mandat de 2 ans. Ils s'engagent effectivement, puisqu'ils s'engagent pendant 2 ans à travailler tous les mercredis après-midi pour échanger sur divers sujets, sur la citoyenneté, la solidarité, etc. etc. Ils vont travailler sur des projets, ils vont apprendre en fait à gérer des projets, à les imaginer, à mettre en place des budgets, puis ensuite à les mettre en application. Ça donne de super événements, ça donne de très beaux projets et de très beaux événements pour la ville, effectivement. Et vous sentez les élèves justement très intéressés à s'engager justement dans la ville, à être plus citoyens qu'ils le sont encore ? Oui, effectivement, c'est un bon moyen d'apprendre la citoyenneté. Il y a beaucoup de candidats. Ils sont ravis quand ils sont élus. On a de nouveau une élection là à la rentrée prochaine, donc on verra s'ils sont toujours aussi engagés, mais effectivement c'est un premier pas déjà. Et pour y véhiculer justement les valeurs évidemment que l'on imagine, de solidarité, de bienveillance, d'engagement, toutes ces valeurs-là, il n'y a pas d'étiquette politique ? Ah non, surtout pas. C'est l'opposé. L'objectif est totalement à l'opposé. Alors, comment justement ce conseil municipal est entendu par les adultes ? Est-ce que les parents sont très porteurs de cela ? Est-ce qu'ils ont un œil sur la question, sur ce CMJ ? C'est une instance à laquelle ne participent que les jeunes. Les parents ne seront pas là. Alors, on ne parle pas de petits-enfants, on parle de jeunes qui ont entre 11 et 15 ans. Donc, ils commencent à avoir leur petite autonomie à leur niveau. Et alors, les parents sont évidemment ravis quand les enfants sont là. Ils sont là le jour de l'instauration du conseil. Donc, on les voit ravis à ce moment-là. Ils viennent les voir faire. Mais c'est vraiment le conseil des jeunes. Donc, l'engagement des parents, il s'arrête dans le fait qu'ils les autorisent évidemment à venir tous les mercredis. Exactement. Et y a-t-il un pont avec le vrai conseil municipal du coup ? Parce que c'est vrai que les idées qui peuvent naître au sein de ce CMJ, ce conseil municipal des jeunes, peuvent peut-être faire naître de réelles idées dans la vie de tous les jours au sein de la ville de Courbevoie. Alors, pas directement, mais par contre, comme je vous disais, le CMJ existe depuis un certain nombre d'années maintenant, et on a aujourd'hui des élus qui étaient d'anciens élus du CMJ il y a quelques années. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, il y a un autre pont qui pourrait vous intéresser. Ce n'est pas moi qui est en charge de la délégation du CMJ directement, c'est une de mes collègues qui s'appelle Bénédicte Georges, qui a aussi la délégation sur les anciens combattants. Et ce sur quoi elle travaille avec ses collégiens, avec ses jeunes et du coup avec ses anciens combattants, c'est à faire en sorte
qu'ils travaillent ensemble. Les jeunes vont bientôt, par exemple, aller visiter le mémorial à Suresnes, le mémorial des anciens combattants. C'est en lien complet avec sa délégation et elle fait un travail extrêmement intéressant avec eux par rapport à ça, tout au long de l'année. Alors c'est justement intéressant pour moi aussi d'en parler. Il s'agit de transmission lorsqu'on parle d'anciens combattants. Exactement. Aujourd'hui, c'est une valeur très importante. Ça l'a toujours été, bien entendu, mais on en parle d'autant plus aujourd'hui à l'école. Transmettre, c'est toujours évidemment l'objectif d'une pédagogie, des éducateurs, des enseignants, évidemment, mais c'est pas toujours aussi simple. On le voit. Il peut y avoir ces problèmes de rejet, notamment par rapport à certaines périodes de l'histoire pour certains élèves. Est-ce que vous avez déjà eu dans certains collèges de la ville ou d'école des soucis par rapport à ça, cette transmission? Pas à ma connaissance. Tant mieux. Tant mieux. L'engagement, on en parle. S'engager localement, c'est peut-être l'engagement le plus noble. On le sait qu'elle en parle directement de concret. Et c'est le cas, évidemment, avec les maires des villes, des villages, adjointes au maire, bien entendu, aussi. Comment réagissent ces jeunes quand ils voient que vous, la ville, vous êtes constamment dans cette préoccupation quotidienne de leur avenir futur? Ils se sentent épaulés? Alors, ils sentent qu'on est là, ça c'est sûr. Ils voient régulièrement Monsieur le maire à tous les événements de la ville, se déplacer dans les écoles, etc., accompagné de ses adjoints dont je fais partie. Donc forcément, ils sentent que nous sommes là. Par contre, ils restent en demande. Les jeunes, surtout notamment les jeunes collégiens, les jeunes lycéens, restent en demande de pas mal de choses. Avec la période de crise sanitaire, on se rend compte qu'il y a de nouveaux besoins qui sont remontés. On a de plus en plus de problématiques de précarité, par exemple. On sent que ça vient vraiment de cette période-là, des besoins d'écoute. Donc nous, on essaye d'y répondre avec nos moyens, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Par exemple, en 2021, nous avons recruté une psychologue supplémentaire pour l'espace santé jeune. C'est un exemple. Mais on va en parler justement de la santé, qui est un vrai volet important au sein de la ville. Voilà, mais de manière générale, on sent qu'ils sont en attente pour pas mal de choses. Il y a de nombreuses communes qui mettent, nous l'avons fait également, mais de nombreuses communes qui distribuent des denrées alimentaires pour ces jeunes qu'on sent bien en difficulté, à partir de 18 ans, mais parfois aussi avant. Donc voilà, ils sont en attente aussi d'accompagnement sur la scolarité, éventuellement, ce sont des choses qu'on peut faire. La difficulté pour les communes étant toujours de travailler en lien avec l'éducation avec l'éducation nationale sans prendre leur rôle, en fait. Trop interférer? Exactement. Nous ne sommes pas là pour être enseignants, mais par contre, nous pouvons donner des moyens pour aider et les jeunes et les enseignants. Et quels moyens? Car chaque année, vous permettez quand même à plus de 40 classes de partir en voyage découverte pendant 10 jours, c'est ça? Avec des thématiques et des activités très différentes et dans des régions de France et même en Europe. C'est extraordinaire, ça, que c'était vraiment une volonté de la part de la ville et donc du maire de pouvoir ouvrir les horizons nouveaux à ces jeunes. Ah oui, complètement. Alors, les classes découvertes, c'est quelque chose qui existe de manière générale dans évidemment beaucoup de communes. Nous avons la chance d'avoir un chalet à Megève dans lequel nous envoyons les élèves en classe de neige. Ça, c'est chouette, en classe montagne. Mais il y a également des classes de mer, des classes d'environnement pour les plus petits. Ils vont faire des classes poney. Ça, c'est très chouette. Donc, il y a vraiment des déplacements un peu partout. On le retrouve également dans les séjours de vacances sur le périscolaire. Donc, toutes ces destinations, ils y vont effectivement. On a un premier séjour de vacances en Irlande bientôt. Donc ça va être une première aussi. Et dans ce cas-là, c'est en relation avec une autre ville en Irlande? Non, enfin, c'est une colo, en fait. C'est ce qu'on appelait quand on était jeune. Moi aussi, je peux dire quand j'étais jeune, une colonie de vacances. Donc voilà, c'est pas forcément en lien avec des villes avec lesquelles on est en partenariat, mais par contre, on a aussi des jumelages avec certaines communes. Et effectivement, vous avez des classes transplantées
avec la ville de Freudenstadt, par exemple, en Allemagne, avec laquelle nous avons un partenariat assez étroit. Et cette semaine, nous accueillons, par exemple, des Allemands de Freudenstadt qui viennent voir l'un de nos collèges, qui viennent pendant plusieurs jours. Donc, ils participent à la classe. Exactement. Il y aura une traduction allemand-français. Ils vont venir pendant quelques jours, ils seront hébergés chez l'habitant et il y aura un travail inverse. Les jeunes collégiens vont pouvoir aller en Allemagne. Alors à Courbevoie, vous accordez aussi beaucoup d'importance au développement de la culture, on le disait, mais aussi du sport. Le sport pour les jeunes, vous avez mis en place un dispositif d'ateliers sportifs pendant les vacances scolaires. Racontez-moi, est-ce que les parents avaient besoin aussi de soutien là-dessus? Car effectivement, ça coûte aussi beaucoup d'argent, ces fameux ateliers. Même avant la crise et la pandémie, on savait que c'était compliqué pour les familles, mais ça l'est d'autant plus aujourd'hui, et vous l'avez dit. Absolument. Alors il y a plusieurs choses autour de ce dispositif. C'est un dispositif qui s'appelle Vasco, qui permet pendant les vacances scolaires d'accueillir les enfants. Alors ça permet de les occuper pendant les vacances, l'air de rien. Vous avez les accueils de loisirs, ça ne correspond pas à tous les enfants. Et donc ces ateliers sportifs ont l'avantage de pouvoir leur faire découvrir différents sports. Donc tous les jours, ils vont faire des sports différents. Le matin, un sport, l'après-midi, un autre. Ils peuvent venir, c'est assez libre. Peuvent venir le matin, mais pas l'après-midi. Qui dispense Ce sont des intervenants sportifs de la ville. D'accord. Et du coup, dans le même ordre d'idée, alors c'est pas exactement la même chose, mais dans l'engagement de la ville auprès des enfants sur le sport, on a des intervenants sportifs municipaux qui interviennent à l'école toute l'année. Ce sont eux qui prodiguent les cours de sport, du coup, avec les enseignants. Et en plus de ça, des cycles de découverte de différents sports tout au long de l'année. Donc, un élève courbevoisien va bénéficier d'un intervenant sportif toute l'année. Et en plus de ça, il va pouvoir aller, par exemple, sur un cycle à la patinoire, découvrir... on a la chance d'avoir une patinoire municipale. Évidemment, la piscine, mais ça fait partie des programmes scolaires, donc c'est un peu plus classique. Mais ils le font dès la maternelle. Ils vont pouvoir faire du ping-pong, par exemple, du tennis de table. Ils vont pouvoir découvrir... l'escrime, le badminton, etc., etc. Donc il y a toute une politique sportive auprès des jeunes, auprès des enfants et des jeunes qui est mise en place. Nous bénéficions d'un certain nombre d'infrastructures sportives dont nous faisons bénéficier et les enseignants et les enfants. Et évidemment les enfants, donc les enfants et les enseignants. Qui peuvent être à la fois des activités gratuites ou alors à tarif extrêmement réduit? Alors, sur le temps de l'école, c'est évidemment gratuit. C'est mis à disposition de la commune. Et puis ensuite, évidemment, sur les temps des familles, ils vont pouvoir bénéficier de tarifs municipaux. Quid des enfants qui sont en situation de handicap? Est-ce que vous favorisez l'inclusion aussi? Beaucoup, vraiment beaucoup. Alors à différents niveaux. Déjà, nous avons des AESH municipaux. C'est un dispositif qui, je crois, n'est pas très répandu. Effectivement, je suis assez étonnée. Ça veut dire que vous avez contré justement la pénurie d'AESH, donc auxiliaires pour les enfants, accompagnants pour les enfants en situation de handicap, qu'on appelait à l'époque AVS. Donc effectivement, il en manque beaucoup aujourd'hui. Ils sont très peu reconnus, ils ont des salaires très bas. C'est une vraie préoccupation aujourd'hui dans l'éducation. Et vous réussissez effectivement, vous avez mis en place, vous le disiez, donc un recrutement spécifique au sein de la ville. Alors au sein de la ville, nous avons effectivement des employés municipaux qui sont AESH, qui accompagnent les enfants sur le temps scolaire. C'est quelque chose qui est... on ne le fait pas derrière le dos de l'Éducation nationale. Évidemment, c'est fait en partenariat avec eux. Même. Oui, complètement. Oui. L'intérêt, c'est que nos AESH sont disponibles dès la rentrée. Donc pour tous ces enfants qui ont eu une notification de la MDPH, pour expliquer comment ça fonctionne, en fait, pour qu'un enfant puisse bénéficier d'un AESH, il faut avoir une notification de la maison départementale pour les personnes handicapées, donc la MDPH. Mais parfois, entre le moment où la notification arrive et l'AESH est recruté et mis à disposition de l'enfant, il peut se passer de nombreux mois. Donc la chance que l'on a, c'est comme ils sont employés municipaux, ils sont disponibles dès la rentrée. Nous travaillons en étroite collaboration avec notre inspection de circonscription pour identifier les enfants prioritaires sur lesquels il faudrait mettre à disposition ces AESH dès la rentrée, parce qu'on sait qu'il n'y aura personne côté éducation nationale pour les accueillir tout de suite. Et ça veut dire que tous les enfants courbevoisiens, si je ne me trompe pas, on dit ça comme ça? Oui, courbevoisiens. Voilà. Tous les enfants courbevoisiens en situation de handicap ont tous accès à une AESH? Alors malheureusement non, pas assez.
Pas encore assez, parce qu'on est quand même un peu limité en termes de moyens, et puis il faut les recruter. Mais en tout cas, on essaie de pallier un certain nombre de manques. Alors après, dans la continuité, nous avons une autre particularité à Courbevoie, c'est un pôle handicap sur le périscolaire. Le périscolaire est géré par un établissement public autonome qui s'appelle le Val Courbevoie, dont je gère la présidence. Et du coup, il existe un pôle handicap au Val, dans lequel nous avons un certain nombre également on ne les appelle pas ESH, on les appelle des référents handicap. Pourquoi le terme différent ? Parce que, alors déjà, il y a tout un pan éducation qui n'est pas là. Ils ne sont pas là pour accompagner forcément sur des temps scolaires dans lesquels ils vont les aider à écrire, par exemple, ou à lire, etc. C'est un peu différent. Ils vont surtout être là pour les canaliser, les occuper, échanger avec eux. Voilà, c'est ça. C'est vraiment différent. Ils accompagnent les animateurs. Ils forment les animateurs aussi à détecter les troubles du comportement, par exemple, à accompagner ses enfants. Et c'est un dispositif qui est extrêmement intéressant, qui est plutôt reconnu dans notre commune, puisque depuis un certain nombre d'années maintenant, les référents handicap du Val participent même aux réunions. Vous avez des réunions de temps en temps dans lesquelles on parle d'un enfant en particulier avec l'éducation nationale, donc les enseignants, les directeurs, du personnel médical, etc. Et ces référents ont maintenant un rôle assez important puisqu'ils y participent également. Le statut des AESH en France est très décrié car souvent on parle évidemment de leur salaire qui n'avoisine même pas les 900 € par mois. Est-ce que grâce justement à votre dispositif, ces AESH qui font partie des employés municipaux ont un salaire décent? Alors vous parlez des AESH municipaux? Oui. Alors eux, ils ont un salaire propre à ce qu'on retrouve en collectivité territoriale. Après, malheureusement, je ne saurais pas les comparer. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que une des raisons pour lesquelles le salaire de l'AESH est assez bas, c'est aussi parce qu'il est limité à un certain nombre d'heures. Qui est lié aux horaires scolaires. Mais qui est très hypocrite, puisqu'en fait, ils ne peuvent pas faire des heures en plus ailleurs. Oui. Et donc, en fait, ils ne pourront jamais cumuler plusieurs salaires. Alors ça, on essaye quand même. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir des passerelles, justement, entre Val, AESH ou d'autres dispositifs. Donc, qui dit société dans son ensemble, dit forcément éducation, mais aussi santé, parce que ce sont les deux piliers finalement d'une société qui fonctionne, qui avance, entre autres, parce qu'il y a aussi nos amis agriculteurs, enfin il y a tous ceux qui nous font manger aussi. Le Haut Conseil de la famille et de l'enfance a publié cette semaine des chiffres très alarmants. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y jeter un œil, mais entre 2014 et 2021, la consommation de médicaments psychotropes par les enfants et les ados a bondi. Plus 62% de prise d'antidépresseurs chez les adolescents et plus 155% pour les hypnotiques et sédatifs. Donc ça fait quand même assez froid dans le dos. À Courbevoie, vous le disiez, vous l'avez évoqué, vous vous attachez aussi effectivement à rendre la santé extrêmement profitable aux habitants. Vous avez ouvert un espace santé dédié aux jeunes entre 11 et 25 ans, l'espace Simone Veil, un espace qui est confidentiel, anonyme et gratuit. C'était essentiel d'insister sur ces trois notions-là? Ah oui, complètement. Gratuit, c'est absolument indispensable parce que c'est l'air de rien, la santé qui peut avoir un coût peut être un frein pour certaines familles. Anonyme, forcément, parce que nous avons des jeunes qui viennent voir des psychologues. Donc anonyme et confidentiel, c'est fondamental aussi. L'espace santé jeune est fait de telle manière que ils peuvent vraiment venir de manière totalement confidentielle, puisqu'il y a une petite porte dérobée qui n'est pas la porte d'entrée principale par laquelle ils peuvent passer et ressortir. Donc personne ne sait qu'ils sont effectivement passés pour aller voir un psychologue. Alors l'idée n'est pas... ce ne sont pas comme des psychologues de ville pendant lesquels vous pouvez avoir vous pouvez les venir voir toutes les semaines par exemple, ou tous les mois, mais en tout cas ils vont venir pendant quelques séances pour voir un peu là où il faudrait travailler et les orienter éventuellement vers un psychologue de ville, mais les orienter correctement. Nous travaillons en partenariat avec différents
partenaires, l'hôpital Rive de Seine, forcément, l'hôpital Courbevoie-Neuilly. Enfin voilà, avec différents partenaires vers qui on peut effectivement les orienter si besoin. Nous avons également des infirmières qui travaillent dans cet espace santé jeune, qui ont différents rôles. Alors les infirmières vont intervenir dès le CM2. En CM2, ils interviennent dans toutes les classes pour faire de la prévention à la puberté. Alors de manière générale, on est très prévention en général. Je trouve que c'est quelque chose de très très important. Prévention envers les jeunes, prévention vis-à-vis aussi des parents. Ça en fait partie. Donc prévention à la puberté dès le CM2. Et puis ensuite, ça se rapproche des cours d'éducation à la sexualité qu'il y aurait, soi-disant, je dis bien parce que c'est jamais respecté, dans tous les établissements à hauteur de 3 heures par an. Alors, par cycle. un peu. Alors, ce sont des interventions d'1 heure. Il faut juste le remettre. Et c'est pour des CM2. Donc, on n'est pas dans de l'éducation à la sexualité, mais c'est un début quand même. C'est-à-dire qu'on va leur expliquer quand même ce qui va leur arriver bientôt. Exactement. Ce qu'est la puberté. On parle un tout petit peu de sexualité, mais très indirectement en fait. C'est plus les changements en fait du corps, oui, c'est ça qui va s'opérer. Exactement. Et le fait de peut-être aussi ne pas glisser vers le harcèlement, ne pas glisser vers les moqueries. Exactement, pour qu'ils soient préparés, exactement. Parce que ça peut arriver en plus de plus en plus jeune. Donc CM2, c'est plutôt le bon âge, 10-11 ans. Ces infirmières, ces psychologues vont également faire de la prévention dans les collèges et dans les lycées sur différents sujets qui vont pouvoir s'adapter en fonction de l'actualité. Alors vous me l'apprenez, tout ce que vous avez évoqué. Les chiffres, ils sont très exactement. Ouais. Il est possible que du coup on adapte les programmes de prévention à ceci. Ça, ce sont des choses dont on discute avec les chefs d'établissement pour que ça corresponde aussi à ce que recherchent les collèges et les lycées. Et puis la particularité de l'espace santé Simone Veil, c'est qu'il se trouve dans le même lieu que le service information jeunesse. Ils sont dans un lieu à Courbevoie qu'on appelle Les Collectifs, qui a été ouvert il y a 3 ans maintenant, juste avant le Covid en fait. Et ce lieu qui regroupe justement ces 2 entités permet de faire des interventions croisées qui sont extrêmement intéressantes. Donc ces interventions par exemple dans les collèges et dans les lycées, par les infirmières, peuvent être complétées par des interventions d'informateurs jeunesse. Vous parliez de harcèlement tout à l'heure. Sur le harcèlement, on peut l'aborder de manière très scolaire, entre guillemets. Un harceleur, une victime, un observateur. Et puis, on peut y intégrer aussi un aspect santé derrière. Et du coup, ce sont des interventions qui peuvent être faites de manière croisée avec, encore une fois, une infirmière, un informateur jeunesse qui vont parler à ces jeunes et aborder tous ces aspects-là. Et puis une implication, j'ai l'impression, je l'ai vu avec le Collège des Renardières, une implication aussi des jeunes eux-mêmes qui veulent aussi faire des vidéos, qui veulent faire témoigner, parler, en permanence aussi s'engager. Oui, on revient complètement. En fait aux fondamentaux. Absolument. Ils sont poussés, je pense, aussi par leurs enseignants ou par le collège en général. On voit que dans les collèges en général, vous avez différents dispositifs qui leur permettent de sortir un peu de ce côté scolaire. Vous avez différentes commissions, commission de la vie, je ne me souviens plus les noms exactement, mais la commission de la vie scolaire, etc. Donc vous avez pas mal de choses qui leur permettent justement de s'ouvrir. Des adultes qui les encadrent et qui peuvent les pousser à faire ça, et on voit bien qu'ils sont demandeurs. Donc on en revient effectivement à l'histoire de l'engagement, qui est fondamentale. Je le vois. En tout cas, merci à vous. Et le vôtre est formidable. Merci Nathalie Lederman d'être venue sur ce plateau. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Courbevoie, en charge de l'éducation, du périscolaire et de la jeunesse, et également conseillère départementale des Hauts-de-Seine. Hauts-de-Seine, c'est ici, c'est là où on tourne. Mais en fait, on est partout puisqu'on est chez vous aussi. Et pour tous ceux qui nous regardent dans toute la France et peut-être ailleurs même. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder ensemble une thématique forte de l'éducation. Lundi, place aux initiatives locales, aux grands chantiers du gouvernement, c'est dans Action Éducation. Mardi, on s'intéresse aux nouvelles valeurs enseignées à vos enfants, c'est dans École Ensemble. Et puis le mercredi, focus sur l'extrascolaire, art, sport, musique. On découvre tout ça dans Extra School. On en vient au jeudi, on se projette sur l'avenir de vos enfants. C'est Mission Orientation avec chaque semaine des conseils précieux, avec notamment l'aide d'une coach spécialisée dans le domaine. Et puis vendredi, on prend sa valise, direction l'école du monde, on part à la découverte des pédagogies à l'étranger. Avec moi, tous les jours en plateau, des parents, des profs, des élus, des élèves, le MAG vous donne la parole.
De retour sur le grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Nicolas Mersch. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de l'application GoMath TS, une appli qui aide les élèves de terminale à booster leur niveau de maths. Est-ce que ça marche pour les nuls en maths comme moi? Oui. Qui ne suis plus en terminale depuis longtemps. Quand on l'a fait, on a pensé aux élèves qui avaient des difficultés en maths, et qui ont peur des maths. Et je crois qu'une des solutions, c'est de reprendre les choses pas à pas pour les accompagner et de ne pas les laisser devant un mur, en fait. Alors justement, en préparant l'émission, on a tapé dans la fameuse barre de recherche et on a écrit « Pourquoi les maths ?» 3 petits points, on a laissé faire. Pourquoi les maths sont difficiles? Pourquoi les maths c'est nul? Pourquoi je n'y arrive pas, etc., etc. En fait, on voit qu'il y a plein d'avis négatifs, en tout cas une vraie peur qui s'opère par rapport aux mathématiques. Comment vous l'expliquez? Parce que, je dirais, en classe, les profs écrivent très vite au tableau, parce qu'il y a un programme qui est chargé, et l'élève doit recopier le cours sur son cahier. Donc c'est la première étape de prise de notes. Il n'a pas forcément de tout noter, il ne les comprend pas en même temps, et c'est déjà un premier blocage qui fait qu'il va avoir peur un peu des maths. Et puis dès qu'il y a les premiers échecs, il n'a plus confiance en lui, et là, je dirais, les choses empirent de proche en proche. Donc vous pensez que c'est un problème de pédagogie au départ? Oui, je pense qu'il y a un problème au départ de pédagogie, pas de pédagogie, mais je dirais de principe. Il faut que l'élève prenne en... Je dirais, c'est presque le Moyen-Âge. Quand on est en classe, le professeur écrit au tableau à toute vitesse, et puis l'élève, lui, il écrit aussi à toute vitesse. Et après, ça conduit à quoi? On voit dans les trames des élèves qui vont aller en examen, enfin en contrôle, et qui sont là avec leur cahier, avec plein de surligneurs dessus pour réviser. Mais je dirais, la base de travail des élèves, elle n'est pas très facile, puisque c'est un travail qui est déjà... il y a une difficulté à la base de cette prise de notes et sur quelle base ils vont travailler. C'est pour ça que GoMath, on a au départ des sessions qui sont très courtes, 1 à 3 minutes, pour qu'ils puissent se concentrer sur un sujet particulier. Et donc, ça permet de progresser pas à pas dans l'apprentissage des mathématiques. Et en plus, il y a une autre chose, c'est que comme c'est fait sur un smartphone, donc les écrans sont très bien travaillés, les écritures sont grosses pour qu'ils puissent facilement accéder il y a un commentaire pour expliquer le pourquoi des choses. Et puis donc, c'est aussi l'occasion sur les écrans de mettre des images qui vont être des images mentales. C'est-à-dire qu'en mathématiques, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Alors que si on a une image de... Une mémoire visuelle, en fait. Mémoire visuelle. Ouais. Si je prends par exemple un exemple, c'est le cercle trigonométrique. Le cercle, pardon? Le cercle trigonométrique. Oui. Si on se le visualise, alors soit on le refait au brouillon rapidement, soit on le visualise dans son cerveau ou en le projetant visuellement devant soi. Là, on peut lire 80% des formules à savoir. Donc il y a des choses comme ça qui permettent, comme une courbe, si on a une courbe de fonctions, il faut apprendre plein de choses sur les fonctions, mais si on a mémorisé cette image de la courbe, en se la revisualisant, on va tout de suite avoir des limites, pas mal d'informations sur la fonction. Peut-être aussi parce que dans les matières littéraires, il y a peut-être plus de bachotage sur le fait d'apprendre par cœur des choses, alors que les mathématiques, et en l'occurrence, il faut peut-être avoir une réflexion en plus sur ce qu'on lit, et justement sur les abréviations que l'on voit tout le temps, et qui sont peut-être difficiles à comprendre si on n'a pas tout de suite la base, non? Alors, il y a l'apprentissage de langage des mathématiques. Il y a aussi une chose, c'est sur la mémorisation. Parce qu'en mathématiques, les élèves aussi, des fois, ils ont des problèmes parce que, je dirais à un moment, en faisant un exercice, tout d'un coup, il va leur manquer une formule, ou ils vont se tromper dans une formule. Et donc, c'est important de mémoriser ces choses-là. Et c'est pour ça que nous, on a fait dans l'application des mémos. Alors les mémos, c'est en fait une forme un peu originale pour une application de mathématiques qui existe déjà dans les applications de langue. C'est donc, on a une grille, il faut compléter avec des touches mathématiques. Et ça permet de mémoriser les formules, les théorèmes, et de façon rigoureuse. C'est-à-dire qu'un quiz, par exemple, ça met en contact avec des solutions qui sont fausses, donc cognitivement, c'est pas très bon. Les flashcards, c'est des choses qui sont approximatives, parce qu'on croit qu'on a bon, mais en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas bien vu. Tandis que là, le mémo, ça oblige à avoir une mémorisation qui est très rigoureuse, parce que dès qu'il y aura la moindre erreur, le mémo va la signaler.
et il signale l'erreur tout de suite. C'est-à-dire que l'élève qui vient de remplir sa case, sa grille, tout de suite il voit où est son erreur. Et donc on lui affiche ce qu'il a fait et le bon résultat. Et comme ça, au bout de 3-4 fois, tout de suite, il a mémorisé où est-ce qu'il se trompait et donc il mémorise beaucoup plus facilement. En fait, vous venez de dire la clé du succès. C'est-à-dire qu'en fait, répéter 3 ou 4 fois, la répétition finalement en maths est très utile et c'est d'où l'intérêt aussi d'une application. Oui, alors aussi la répétition, ce qu'on appelle la répétition espacée. La répétition espacée, c'est-à-dire que répéter, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour les élèves? Ils apprennent le cours et puis, comme ça, ils l'ont ils vont le retenir quelques jours et très vite, ils vont oublier. Et donc, ils vont le réapprendre. Ils vont avoir un contrôle, ils vont le réapprendre pour le bac blanc, ils vont le réapprendre pour le bac, ils vont apprendre 4 fois. Mais à chaque fois, ils auront oublié. Et donc l'application, avec le smartphone, on peut avoir des algorithmes qui permettent de développer des répétitions espacées. Alors qu'est-ce que c'est la répétition espacée? Ça vient d'un philosophe allemand du fin 19e qui s'est intéressé au problème de mémorisation. Et donc il y a une courbe, qui est la courbe d'Ebbinghaus, qui est son nom, ou encore courbe de l'oubli. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le cerveau est une machine à oublier, parce que sinon, on serait complètement, vous me rassurez. complètement débordé d'informations tous les jours. Donc, le cerveau, il oublie. Et il faut arriver à lui faire comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas qu'il oublie, et qu'en mathématiques, c'est les formules et les théorèmes. Et cette courbe, en fait, ce qu'elle permet, c'est qu'à chaque fois que le cerveau s'apprête à oublier, eh ben, on renvoie l'information. Et donc, on rafraîchit l'information. Et comme ça, alors au début, on le fait comme on le ferait pour apprendre simplement au bout d'une journée, au bout de 2 jours, au bout de 3 jours. Et puis après, il y a des timings. C'est-à-dire qu'on peut... il faut le rappeler au bout de 15 jours, puis après au bout d'un mois. Donc ça s'espace. Donc c'est pas très contraignant, mais ça permet de faire passer l'information de la mémoire à court terme dans la mémoire à long terme. Guillaume, vous étiez bon en maths ou pas? Étonnamment, oui. Pourquoi étonnamment? Tout oublié. Je sais pas une tête de matheux, mais à l'époque, je m'en sortais bien. Et justement, moi, il y a un point que je trouve très intéressant. Vous avez parlé de la confiance. Et moi, je me souviens quand j'étais étudiant, j'étais prof particulier pour une élève de terminale, et j'avais remarqué une chose. Elle avait des résultats qui étaient assez catastrophiques. Et en tant que prof particulier, mon rôle, c'était pas de lui apprendre parce qu'elle savait. C'était juste de lui dire c'est bien, bravo, ouais, là, c'est bien, etc. Elle a terminé avec 19 en maths. Est-ce qu'il y a ce côté-là aussi sur l'appli? Est-ce qu'il y a ce côté un petit peu reprendre confiance et que quelqu'un nous dise enfin oui, c'est bon? Alors oui, parce que l'algorithme suit les résultats et donc on s'en sert pour reprogrammer le parcours de l'élève. Donc comme ça, au fur et à mesure, il progresse. Et donc ça va se traduire aussi dans ses résultats en classe. Et donc, il va pouvoir retrouver confiance. Je sais que nous, au départ, pourquoi on a fait cette application? Parce qu'on a, à l'école d'Île-le-Zécaire, on est de formation ingénieur et on était amené à faire du soutien scolaire. Alors, au départ... Comme Guillaume Ouattara. Exactement. Parmi les amis, parmi la famille. Et puis, on s'est rendu compte que, d'un coup, alors, quand on venait nous voir, c'est que ça n'allait pas très bien, quoi. Donc on avait des élèves qui avaient 6, 5, 6, 7 des fois en mathématiques. Et puis, en 2-3 séances, ils arrivaient à 14. Donc, on s'est posé, et puis ça, pas une fois, quoi, pratiquement systématiquement. Donc on s'est dit, soit ils sont très doués, puis à un moment, on s'est dit, il y a peut-être une méthode qu'on utilise. Alors, est-ce qu'on peut arriver à la passer à l'échelle, parce que quelques-uns, et c'est de là qu'est venue effectivement l'idée de faire cette application GoMaths. Dernière question, c'est par rapport aux filles. On n'est pas bon déjà en maths en France, sur le classement PISA, on est avant-dernier en Europe quand même. Mais alors, chez les filles, 50% des lycéennes abandonnent les maths. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes, mais elles abandonnent les maths à la fin de la seconde, alors qu'elles étaient 83% en 2018. Comment vous expliquez ça? Je crois qu'il y a tout un phénomène sociétal, quoi. C'est-à-dire que, d'un point de vue, le cerveau des filles est le même que le cerveau des garçons. Donc vous me rassurez. Donc c'est... J'allais être inquiète, l'espace d'une seconde. Oui, donc, mais alors pourquoi on abandonne? Je pense qu'il y a l'image des maths. Il y a une image de difficulté, il y a une image de... Mais les filles aiment la difficulté aussi. Oui, puis alors après, il y a peut-être d'autres choses, qu'elles soient plus tentées par la médecine que par la mécanique. Bon, ça peut aussi peut-être se comprendre. Il ne faut pas non plus forcément viser le 50. Pas assez de rôle modèle. Mais il n'y a pas assez de rôle modèle. Ça, pourtant, il y en existe. Il suffirait de les mettre en évidence.
Merci beaucoup Nicolas Mersch d'avoir été avec nous pour nous parler de l'application dont vous êtes le cofondateur qui s'appelle GoMath TS, une appli qui aide les élèves de terminale à booster leur niveau de maths. TS, c'est pour terminale S? C'est pour terminale spécialité. Ah d'accord, je me disais c'est un peu... terminale spécialité, c'est beaucoup plus malin. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Tout de suite, on va rester connectés, car tout de suite, c'est la chronique de notre cher Guillaume Ouattara qui est en plateau avec Quoi de neuf sur les réseaux. Est-ce que je peux faire comme ça? Guillaume, attention, je vais finir par beaucoup... C'est bien comme ça fait boomer bien, un peu. Hein. C'est bien. Je... C'est pas bien. C'est pas bien. Je vais finir par confisquer votre téléphone. Oui, je passe encore beaucoup trop d'heures sur TikTok, Virginie, mais comme j'aime à le dire à mes amis qui me font exactement les mêmes reproches, puisque je suis sur TikTok même quand je suis avec mes amis, je suis tout le temps sur TikTok, mais c'est professionnel. C'est professionnel et ça me permet par exemple de détecter les tendances en avance. Par exemple, souvenez-vous, il y a quelque temps on parlait du Kwakubé. Oui. On a vu une chronique de Loïc sur le Kwakubé. Eh ben, j'ai trouvé ce qui va remplacer le Kwakubé. Regardez. Et dis-moi, David, t'as quel lycée, toi? Comment? Commandant de bord, salopard chien. 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 Là, je suis chargé, là. C'est magnifique. J'étais vraiment désespérée en voyant ça, j'avoue. J'aurais dû dire c'est une très belle trouvaille, c'est vrai. Mais alors, on en vient au sujet qui nous préoccupe, cher Guillaume, c'est les épreuves du bac de lundi et mardi. Elles font beaucoup parler sur TikTok. Oui, les jeunes sont créatifs quand il s'agit du bac. Et j'ai passé plusieurs heures à faire des recherches pour savoir comment ils vivaient ces épreuves du bac. Parce qu'avant, ils étaient beaucoup sur Twitter, on tapait bac et tout. Ils le sont moins, mais alors ils nous font vivre tout ce qui se passe dans leur tête sur TikTok. Et Dieu sait qu'il se passe beaucoup de choses. Première trouvaille, c'est en début de semaine, on est dans le 91 au lycée Rosa Parks de Montgeron, a priori 26 classes de terminale, et en début de semaine, Pape Ndiaye n'avait pas encore annoncé la banalisation de la journée du vendredi ou du samedi dont je vous parlais tout à l'heure. Devinez quoi? Ils sont allés chercher leur proviseur. Ça commence doucement, tout le monde se réunit dans le robe à 16 ans. Maman papa, on se débrouille sans pas. Au fil des des négociations de lundi soir. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas si on doit saluer ces élans révolutionnaires ou plutôt s'en inquiéter, hein, Guillaume, mais enfin bon, une nouvelle fois pour la sécurité des personnels. Mais il n'empêche qu'ils ont eu gain de cause, hein, puisque, eh bien, comme vous le disiez dans l'actualité en bref, les cours seront banalisés demain. Il y a quelques fake news qui traînent quand même. Oui, alors on le voit sur ces images, ils ont essayé de faire sortir leur proviseur dans des élans révolutionnaires, mais eh bien oui, il y a d'autres fake news qui traînent. Certains et certaines font croire qu'ils ont eu d'autres informations que celles du ministère au sujet de ces épreuves. Regardez ce qui tourne sur TikTok. C'est là que c'est nous, c'est le goût. On dirait une caricature. Ta petite danse, le playback, enfin c'est la totale quoi. Elle a toute une influenceuse en fait. D'où elle tire ces informations, cette jeune fille? Eh bien de nulle part, hein. J'ai vérifié, personne ne dit que les épreuves vont être annulées. Et pour cause, elles ont déjà lieu dans certains territoires ultramarins notamment. C'est le cas en Nouvelle-Polynésie, où les épreuves du bac sont déjà tombées et où, du coup, eh bien, les sujets s'échangent sur TikTok également. Vous pouvez le voir sur ces images. On montre un petit peu les différents sujets qu'il y a et on le voit. Donc ça c'est un jeune Valentin qui montre un petit peu tous les sujets qui sont tombés sous forme de photos, voilà, qu'on peut voir sur TikTok. On dirait des sujets qui fuitent en fait. Hein. Vous en connaissez un rayon sur la fuite? Oui, sachez-le, bon, c'est le moment où je parle de moi un petit peu, mais les fuites du bac, j'adore ça. Les fuites du bac. On est sur d'autres fuites. On est sur d'autres fuites. C'est une catastrophe. C'est ça. Quel âge avez-vous, Guillaume? J'ai un problème de fuite. J'ai un problème de fuite, exactement. Non, je sais pas, j'avais envie de vous partager ça, je sais pas pourquoi, puisqu'on parle du bac. Et sachez que c'est un sujet qui me passionne depuis maintenant quasiment plus de 10 ans. Et il y a 10 ans, je m'étais interrogé à l'époque sur les fuites du sujet du bac. Ça n'était pas des fuites qu'on a vues sur TikTok, mais pendant des années, je passais du temps à écumer les forums et à trouver tous les sujets du bac en avance. J'ai retrouvé une petite archive, c'est le moment en fond de la télé où je parle des fuites. On est en 2011, je vous laisse découvrir. Donc chaque année, ces étudiants passent le baccalauréat et cette année, il y a donc dans le baccalauréat général, section scientifique, un sujet de mathématiques, enfin la première partie d'un sujet de mathématiques qui a été récupéré.
J'adore cette petite voix. Oui, bah c'était il y a 15 ans. Hein. Oh là là. Bon, vous n'avez pas changé, cher Guillaume. Alors, il y a quand même des gens sur TikTok qui me prennent tout ça très au sérieux. Oui, Virginie, très au sérieux. Ils se donnent des conseils. Ça va dans tous les sens, cette chronique. Bientôt, il y aura une photo de ma maman aussi. Je sais pas, voilà, je suis dans les archives personnelles. Oui, il y a des jeunes sur TikTok qui veulent donner des conseils, notamment des conseils de révision. Mais ils en font peut-être un peu trop, voire même beaucoup trop. Regardez ce que j'ai déniché. Je vous montre ma méthode de travail pour le bac. Je me donne l'objectif d'écrire tout ce que je sais sur un chapitre sans lire mon cours. Vous dites que c'est beaucoup trop, mais en fait, c'est exactement ce que j'ai dit à mon fils hier, en fait. De faire... c'est là où, en fait, ça me rassure si cette jeune fille le fait. Il fait des fiches Bristol. Oui, mais alors, le problème de la fiche, c'est qu'on passe parfois beaucoup plus de temps à écrire la fiche qu'à l'apprendre. Et ça me faisait rire parce que c'était toujours ça quand on passait les épreuves du bac. On écrivait tout, les gens relisaient les fiches c'est comme ça qu'on apprend, c'est parce qu'on l'écrit, en fait. Bah, il paraît. Mais j'aime bien, c'est un petit clin d'œil que je fais à cette jeune internaute qui s'appelle Aide Devoir et qui montre comment bien faire les fiches et bien les surligner. Merci Guillaume pour cette chronique TikTok qui était parfaite. Cette petite voix, je peux la voir encore? Ah non, c'est pas fini, non, parce qu'il y a un petit mot de la fin. Ah, pardon. Pardon, oui. Alors, ça sera pas ma voix, mais j'ai un philosophe que j'aime beaucoup qui parle du bac et je tenais à vous montrer ce qu'il dit sur le bac. Et dis-moi, David, t'as quel lycée, toi? Comment? Commandant de bord, salopard chien. De bord, salopard chien. Commandant de bord, salopard chien. Commandant de bord, salopard chien. Là, je suis chargé, là. Commandant de bord, je le fais bien, hein. Quoi on va taper aussi. Merci beaucoup. Je ne sais pas où va venir cette émission. On ne sait pas. Bon, en tout cas, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenir des colliers. Et cette semaine, c'est Alban Bartoli qui répond à ces questions. Tu as eu une enfance un peu particulière, tu as grandi avec 2 mamans. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs le titre d'une de tes chansons. Ouais, exactement. J'ai grandi avec 2 mamans, elles sont ensemble depuis presque 20 ans, elles vont se marier d'ailleurs cette année. Donc je suis très content de pouvoir assister à ça, parce qu'on parie on parie pas sur l'avenir justement, là on sait que c'est quand même un amour qui est solide. Et voilà, je l'ai appris quand j'avais 11 ans, et ma mère s'est séparée de mon beau-père pour se mettre avec cette femme, et elle semble très heureuse depuis 20 ans. Donc, Comment tu le vivais, toi, à l'époque ? Alors, comme je le raconte dans le bouquin, c'est vrai que je l'ai un peu mal vécu au début parce que c'est un peu choquant d'entendre sa mère te dire que qu'elle est homosexuelle à 11 ans, parce que moi, j'avais pas tous les tenants et les aboutissants. J'ai surtout pensé tout de suite à la différence et à comment on allait me juger à l'école. Et justement. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit. Je l'ai pratiquement pas dit. Pendant des années, il y avait 1 ou 2 potes à moi vraiment qui venaient souvent à la maison et qui avait ce gros secret à ne pas partager. Mais sinon, je ne l'ai pas dit. Et puis après, à partir de 16-17 ans, quand j'ai commencé vraiment à voler de mes propres ailes, je me suis rendu compte que c'était une force, c'est marrant, parce que quand j'en parlais aux gens, ça leur paraissait tout de suite un peu... Et j'avais ce besoin d'expliquer que c'est pas parce que je suis issu d'un couple homoparental qu'on est détraqué, qu'on n'est pas équilibré, il a fallu toujours que je me justifie là-dessus. Et tu as réussi à te libérer du regard des autres vers 17 ans? Ouais, c'est ça. À partir du moment où j'ai pris mon appart et que je suis parti de chez mes parents. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé quelque chose dans ton enfance avec 2 mamans? Je ne sais pas si ça a changé quelque chose, mais en tout cas, ça m'a empêché d'inviter des gens à la maison, ça m'a empêché de faire des petites fêtes d'anniversaire, des trucs comme ça. C'était toujours le frein. Qu'est-ce que je dis si elle est là? Privé, alors, ça m'a un peu privé de certaines choses, mais en même temps, j'y trouvais mon compte parce que j'ai trouvé que ma mère était beaucoup mieux avec elle qu'avec son ex-mari. Donc, j'ai senti quand même un climat familial qui était plus sain, plus reposant. L'autre particularité, c'est qu'à la base, tu faisais partie de quadruplés? Oui, tout à fait. Dont tu as été le seul survivant à la naissance. C'est dingue, cette histoire. Ouais, c'est assez fou. En fait, ma mère avait un traitement à ce moment-là et en fait, elle est tombée enceinte de 4 enfants. Il faut savoir que ma mère, à cette époque-là, elle en avait déjà 1 et elle n'avait que 23 ans. Okay. Donc elle se serait retrouvée à 23 ans avec 5 enfants. Je peux vous dire qu'elle a eu très très peur. Clairement, elle ne voulait pas de cette grossesse multiple. Hein. Et au final, je pense que la psychologie, le psyché fait vraiment des choses assez importantes parce que finalement, je suis le seul qui est arrivé au bout de cette grossesse et je suis né prématuré au bout de 7 mois de grossesse. Et comment tu l'as vécu justement? Comment on porte ça d'être le seul survivant?
Eh ben, je m'en suis pas rendu compte pendant longtemps, mais ma mère m'a jamais caché cette histoire. Et en fait, je me suis rendu compte, en étant adulte et en faisant une psychothérapie pendant 1 an et demi, etc., je me suis rendu compte que mon sentiment de cette peur effrénée de l'abandon venait certainement aussi de ce côté-là. J'ai grandi en fait dans le ventre de ma mère avec d'autres enfants, donc forcément, quand j'arrive seul sur Terre, je pense qu'il y a des trucs complètement inconscients qui sont encore là. Et par contre, je disais quand j'étais petit que je demandais à ma mère si je les avais tués. Tu sais, les questions d'enfants. C'est violent, ouais. Dans ton livre, tu dis prématuré et déjà meurtrier. Ouais. Bon, parce que j'ai le sens de la formule et que j'aime bien aussi. Voilà, c'est un peu sensationnel, mais au final, c'est vraiment ça, parce que j'avais eu ces termes-là et ma mère m'avait emmené voir un psychologue et tout quand j'étais petit, parce qu'elle avait très peur que je porte ce poids de culpabilité toute ma vie, alors que c'était pas du tout le cas. Là, c'est un traumatisme qui est derrière toi. Je pense. Après, je pense qu'on a toujours des trucs à soigner, même quand on a 60 ans. Je pense qu'on a encore des trucs à soigner. Et cette peur de l'abandon, elle va beaucoup, beaucoup mieux. Mais il y a encore du taf. Faut encore travailler. Ouais. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Alban Bartoli pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Alban, merci Malika. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Benoît, les pompiers volontaires ont les mêmes responsabilités que les pompiers professionnels. Ils peuvent intervenir sur n'importe quelle situation. Bien sûr qu'ils ont les mêmes responsabilités parce que déjà quand on est sur intervention, les gens ils ne peuvent pas savoir si c'est un pompier volontaire, un pompier professionnel. On a la même tenue, on a les mêmes choses, on fait les mêmes interventions. Donc oui, bien sûr qu'ils ont les mêmes responsabilités. Et Inès, comment devient-on pompier volontaire ? Alors, tout simplement, moi, je me suis dirigée vers le CIS qui était le plus proche de mon village. J'ai eu un entretien avec le chef de centre et à partir de là, il va nous donner plusieurs étapes à suivre. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs papiers à rendre, on va avoir certains vaccins particuliers à avoir parce qu'il faut être à jour dans ces vaccins et il faut être vacciné contre l'hépatite B, c'est super important. Et à partir de là, il va y avoir plusieurs étapes, un cheminement qui va passer de la prévisite médicale à la visite médicale pour ensuite pouvoir faire des journées d'observateurs, puis ensuite partir sur la formation initiale. Et concilier études ou autre métier, c'est possible en étant pompier volontaire, Inès ? Alors oui, c'est possible. Au moment où je passais ma formation initiale, je passais en même temps mon baccalauréat scientifique. Et Benoît, vous confirmez également, parce que vous avez été aussi pompier volontaire. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est sûr que ça prend du temps. Les week-ends, les jours les nuits et tout ça, on doit être d'astreinte. Donc voilà, ça prend du temps, mais bien sûr que c'est possible. Est-ce que c'est vraiment le nerf de la guerre, Marion ? Est-ce qu'il faut faire la guerre à la façon dont on consomme la tech avant tout ? Alors oui, mais j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas stigmatiser seulement nous, les usagers. Je pense qu'il faut aussi le regarder, demander des responsabilités, des prises de responsabilité, donc des actions à tout l'écosystème de l'innovation. L'écosystème de l'innovation, c'est qui ? Je les connais par cœur. Ce sont les opérateurs télécoms, ce sont les fabricants de devices, ce sont les hébergeurs, et ce sont les éditeurs. Donc c'est à peu près 4, on va dire, corps de métier, je dirais, corps de manufacturiers qui font l'innovation. Et moi, j'aimerais bien qu'on mette, d'ailleurs, je vois la patronne d'Orange la semaine prochaine, je vais lui demander, sans la stigmatiser, je ne dis pas qu'Orange est responsable de tout en particulier, mais il y a des responsabilités face auxquelles il faut mettre ces acteurs-là, qui font déjà des choses. Je sais, Orange a lancé une politique de recyclage intéressante, etc. En revanche, il y a une autre chose qui, moi, m'inquiète sur le sujet, et c'est bien que tu puisses en parler aujourd'hui, Marjorie, c'est que les chiffres sont sous-estimés. On entend... Alors, il y a des chiffres qui se baladent, je ne sais pas quels sont les vôtres. On estime à 8% la pollution globale de la planète liée au numérique, mais ça peut grimper parfois jusqu'à 12% si on prend en compte d'autres facteurs. Les pouvoirs publics ont admis, suite à une enquête du journal Le Monde la semaine dernière, que finalement les barèmes, les méthodologies qui leur permettent de mesurer la pollution sont là aussi sous-estimées, qu'il va falloir revoir les méthodologies qui sont relativement anciennes et surannées. Donc
le sujet, il est important. Ouais. Le sujet, il est vraiment important. Il est important, effectivement, dans la donnée. Il est important dans les devices, dans le recyclage du parc informatique. Mais c'est un vrai sujet. Il faudrait plus de digital journée comme ça. Il faudrait que ce soit des assises régulières qui permettent à tous les acteurs de se mettre autour de la table pour faire les comptes. Et puis, que tout le monde se responsabilise, et pas seulement les citoyens. Faire un film sur les glaciers, et on a parlé des glaciers récemment à l'occasion de la sortie du film Les Têtes Givrées. Alors ça n'a rien à voir, c'est une comédie. On en a parlé tout récemment dans La Quotidienne. C'est sympa, mais il ne faut pas tout abîmer. Donc comment vous avez fait pour diminuer vous-même votre impact, l'impact du tournage? Alors le but, c'était justement d'éprouver la nature et d'éviter, par exemple, de prendre la moindre montée mécanique ou des véhicules motorisés pour monter sur le lieu de tournage. Alors évidemment, on a fait appel à une dameuse, mais qui était censée... C'est là que les violoncellistes ont adoré. Et alors, vous avez des contrebassistes? Ils ont adoré, oui, tout à fait, mais ils ont adoré parce que ils ont été, en fait, les instruments ont été portés par le club de ski de fond local, des enfants. Donc ça, il faut absolument voir le making. Je pense que c'est une des scènes qui m'émeut le plus dans ce making of, c'est les enfants qui, au lieu d'une séance classique, ont emmené nos instruments et les chaises sur le lieu de tournage. Daniel, pour constituer cet orchestre, pour convaincre ces jeunes musiciens, parce qu'ils ont tous quoi, moins de 25 ans, ils sont. Ouais, c'est des professionnels, mais tout à fait. Moins de 25 ans. C'est facile, c'est compliqué, c'est un monde engagé, le monde des musiciens professionnels en musique classique. Je dirais que le monde en lui-même, non. Ouais. Mais par contre, je dirais qu'à l'échelle individuelle, on a beaucoup de prise de conscience, surtout chez les jeunes de mon âge. Je pense qu'on fait partie des premières générations, effectivement, à avoir une présence très forte de cette question-là, parfois même tétanisante. Donc il y a une demande en fait assez énorme de la part des musiciens et musiciennes de mettre leur art, leur passion, de faire quelque chose. Voilà, de les mettre au service d'eux pour se sentir moins extérieur à ce problème-là. Et puis aussi en général, enfin on dit que l'action ça permet de passer un petit peu outre justement la tétanie, et c'est le cas. Donc il y a une demande, mais le milieu en lui-même, effectivement, n'est pas le plus propice, n'est pas le plus fertile à la base. Quelles sont les qualités requises pour devenir pompier ? Voilà, il en faut, pour moi, il faut beaucoup de qualités. Après, déjà, il faut beaucoup de questions. C'est un métier qui est quand même exigeant. Voilà, on a la vie des gens entre nos mains, donc on peut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, faut s'entraîner physiquement, il faut réviser parce qu'il y a plein de choses à savoir, il y a plein de spécialités. Vous avez vu, on peut faire des accidents, des feux, du secours à victimes, du lot de sauvetage. Donc il y a tellement de choses à savoir. Donc voilà, toujours se remettre en question, toujours aussi manœuvrer, ça c'est important pour gagner des automatismes parce que sur un incendie, quand il va falloir sauver des gens, voilà, quelques secondes, c'est peut-être ces quelques secondes qui vont nous aider à secourir cette victime. Donc voilà, ça c'est déjà important, une bonne remise en question, toujours réviser, toujours s'entourer de bonnes personnes quand on est dans une caserne, comme ça on va pouvoir progresser plus vite. Donc déjà ça c'est déjà une bonne qualité. Comment avoir une lisibilité finalement de nos impacts, encore une fois collectifs, carbone et de nos impacts environnementaux du numérique. Alexis, toi, quelles sont tes recommandations ? Déjà, effectivement, pour avoir analysé les chiffres, dans un premier temps, on constate qu'il y a des chiffres qui varient, mais en tout cas qui corrèlent avec le fait que la pollution numérique, c'est autant que la pollution de l'aviation, par exemple. Donc, et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, déjà, il faudrait sensibiliser les gens, parce que tout le monde est sensibilisé à moins prendre la voiture, prendre les transports en commun, la trottinette, son vélo, à moins voyager en avion et privilégier le TGV. Par contre, pour le numérique, on n'entend rien parler de ça. Et c'est vrai que c'est un vrai problème, parce que quand on a deux chiffres, mais selon les sources, effectivement, mais qui sont quand même corrélés avec un niveau équivalent à l'aviation, il faudrait prendre des solutions, par exemple, surtout sur les emails, les spams, ce genre de choses. Déjà, se désabonner de tous les mails qu'on reçoit, parce que envoyer un mail ou recevoir un mail, j'avais une petite stat marrante à donner, c'est un mail avec une petite photo de vacances, c'est l'équivalent de 500 mètres en voiture consommée. Donc, il y a plein de choses à faire. Notre-Dame de Paris, c'est un roman politique parce que Victor Hugo y défend la conservation du patrimoine. Voici ce qu'il écrit dans la préface. Quant au décor, ce sera Notre-Dame. À l'époque, la cathédrale n'est plus que l'ombre d'elle-même, comme un vaisseau fantôme sur l'île de la Cité. L'édifice reste en l'état dans une France endettée et dépassée par d'autres urgences nationales. Va-t-elle finir comme d'autres monuments vendus puis rasés, car jugés vieillots et trop chers à entretenir ? Question d'actualité. Donc, exactement. Donc c'est aussi un grand plaidoyer pour la conservation du patrimoine français.
et ça fonctionne puisque cela sensibilise l'opinion sur l'urgence à agir. Et en 1842, un peu plus de 10 ans après la sortie du livre, un concours est lancé pour rénover Notre-Dame et c'est l'architecte Viollet-le-Duc qui l'emporte et qui a restauré la cathédrale telle qu'on la connaît aujourd'hui, du moins. Telle qu'on la connaissait, voilà, de 2019. Jusqu'en 2019. Merci beaucoup, Emma. Merci. Oh là là, je pensais que vous alliez oublier. Vous pouvez donner le départ en tant que chef d'orchestre, que directeur musical? Attendez, parce que est-ce que je... Moi, je te le fais. C'est quoi? C'est j'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Bravo! Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Je repense encore à la petite voix de Guillaume Ouattara. C'est parfait à 15 ans. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Hein. Et ces mais déjà mes premières chroniques. Ouais, déjà. Imaginez si j'avais su que ça terminerait sur School, j'aurais mué plus tôt. Bah non, mais au contraire, j'aurais été tellement fier. Ah non, bah si. Ah bon? Parce qu'à l'époque, c'était une web radio et c'était à l'arrache. Bref. Alors que maintenant. Bon, en tout cas, merci à vous tous de nous suivre. Canal 247 sur les Freebox, schooltv.com pour nous retrouver. Et bien entendu, aujourd'hui à la réalisation, je remercie Raphaël Morel. Le son, c'est Alexis Oustabassidis. Au maquillage, c'est Laure Audemont. Emma Guessel et Agathe Delannoy. À la rédaction, très bonne soirée à tous. Ciao.